Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un peu le monde du trading algorithmique. On va essayer de comprendre pourquoi, la plupart du temps, les résultats qu'on voit passer sont, des illusions statistiques. Regardez ce chiffre, 0,90. Ça, c'est un ratio de Sharpe, en gros une mesure de performance. Ce 0,90, c'est le score qu'une stratégie de trading totalement aléatoire peut obtenir. Comment c'est possible? C'est simple. Il suffit de piocher les meilleurs résultats dans un très très grand nombre d'essais. C'est la preuve que même le hasard peut avoir l'air d'un génie si on ne montre que ses coups de chance. Et ce phénomène, ça porte un nom, la suroptimisation du backtest, ou backtest overfitting. C'est vraiment l'ennemi numéro 1. C'est l'idée de créer une stratégie si parfaite pour les données du passé qu'elle en devient incapable de fonctionner dans le futur. C'est la raison principale pour laquelle tant de stratégies qui semblent géniales sur le papier se plantent complètement dans le monde réel. Allez, voyons le programme. On va commencer par exposer ce fameux mensonge du backtest. Ensuite, on verra les 3 grands biais qui nous trompent. Puis, comment construire un backtest honnête. Après ça, l'épreuve de la réalité. Et on terminera avec le verdict final, sans appel. Première partie, donc, le beau mensonge du backtest. L'idée ici, c'est de révéler l'illusion des rendements garantis. Parce que oui, la plupart des backtests incroyables qu'on voit en ligne sont des sortes d'illusions d'optique statistique. Ils sont conçus pour être parfaits, mais uniquement sur le passé. Et comme on le sait, le passé ne garantit jamais le futur. Et cette illusion, comment est-ce qu'elle se construit? Elle repose sur 3 biais particulièrement trompeurs. Ce sont des pièges classiques qui mènent à de fausses découvertes. Le premier, c'est le biais de sélection. Imaginez, on teste des milliers de variantes et on ne garde que celle qui a marché par miracle. Le deuxième, c'est le biais d'optimisation. Là, on va tordre des dizaines de paramètres dans tous les sens jusqu'à ce que la courbe soit parfaite. Et enfin, le troisième, le biais des mauvaises données. Si on utilise des données incomplètes ou fausses, forcément le résultat est bidon. Chacune de ces étapes nous éloigne un peu plus de la vérité. Alors la question c'est comment on fait pour construire quelque chose de fiable? Comment on construit un backtest honnête? Tout part de fondations solides et d'une méthode hyper rigoureuse. C'est non négociable. Voilà l'axiome fondamental à retenir. La qualité d'un backtest, c'est tout simplement le résultat de 2 choses, la qualité des données multipliée par la fidélité de la simulation. Si l'un de ces 2 facteurs est proche de 0, le résultat final, il est sans valeur. C'est aussi simple que ça. Et là, c'est très parlant. On voit la différence énorme entre 2 méthodes de simulation. D'un côté, la simulation réaliste, dite chaque tick. Elle rejoue chaque micro-mouvement du prix. C'est la seule méthode valable au niveau institutionnel. De l'autre, ce qu'on peut appeler le PNL fantaisiste, basé sur l'ouverture de barre. Cette méthode ignore tout ce qui se passe à l'intérieur d'une bougie. Elle ne voit pas qu'un stop-loss a été touché, par exemple. Forcément, ça crée des résultats artificiellement parfaits. 20 à 30%, c'est énorme. C'est la part moyenne du profit brut qui part littéralement en fumée dès qu'on prend en compte les vrais coûts de transaction. Une part colossale que beaucoup de backtests parfaits oublient de mentionner. Et pour être concret, regardons les coûts réels pour un produit très courant comme les futurs sur l'or. Entre la commission du courtier, l'écart bid-ask, le slippage, c'est-à-dire l'écart entre le prix attendu et le prix exécuté, sans parler des frais de données, les chiffres grimpent très vite. Ignorer ça, c'est se garantir un résultat complètement faux. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons à l'épreuve du feu. Voyons comment on peut vraiment tester la robustesse d'une stratégie pour séparer le bon grain de l'ivraie en gros. Et pour ça, il y a un outil redoutable, le détecteur de mensonges ultime. Ça s'appelle l'analyse walk-forward, ou WFA. C'est la méthode utilisée par les institutions pour tester systématiquement une stratégie sur des données qu'elle n'a jamais vues. Le processus est super méthodique. D'abord, on découpe l'historique. Sur la première période, on optimise la stratégie. Ensuite, et c'est ça qui est crucial, on applique ces mêmes paramètres, sans rien changer, à la période suivante, la période inconnue. On enregistre le résultat et on recommence. On glisse la fenêtre d'optimisation, on teste sur la suivante et ainsi de suite. Et là, c'est le moment de vérité. Le résultat, c'est une confrontation brutale avec la réalité. Regardez, le Sharpin Sample sur les données optimisées est excellent, 1,93. Mais quand on passe out of sample sur les données inconnues, il tombe à 1,07. Une stratégie robuste va voir sa performance baisser. C'est normal, mais elle ne s'effondrera pas. C'est ça le test. En fait, la règle d'or, c'est ce fameux ratio performance hors échantillon sur performance dans l'échantillon. Si on garde au moins 50%, donc un ratio de 0,5, c'est un bon signe de robustesse.
Par contre, si ça tombe en dessous de 0,3, là, c'est un drapeau rouge géant. Ça veut dire que la stratégie était presque entièrement suroptimisée. Ok, alors après avoir fait tous ces tests, à quoi ressemble un rapport final, un rapport qui soit vraiment digne de confiance? Eh bien, ça se résume à ça. Une fiche de performance, ce que les pros appellent un tier sheet, avec des indicateurs clés irréfutables. Le ratio de Sharpe, bien sûr, mais aussi le max drawdown, la perte maximale depuis un sommet, qui doit rester sous contrôle. Le ratio de Kalmar, le facteur de profit. Bref, ce sont les seuils minimums qu'un investisseur professionnel exigerait avant même de commencer à discuter. Ce qui nous amène à cette checklist finale. 4 questions fondamentales. Est-ce que les données sont propres? La simulation a-t-elle été faite en mode chaque tick avec tous les coups? La stratégie a-t-elle survécu à une analyse walk-forward? Et y a-t-il assez de transactions pour que ce soit significatif? Si la réponse à une seule de ces questions est non, la méfiance doit être maximale. S'il ne fallait retenir qu'une seule chose, ce serait peut-être ça. Les coûts réels détruisent les rêves. C'est l'élément le plus sous-estimé dans les simulations et pourtant c'est lui qui anéantit le plus de stratégies qui semblaient si prometteuses. Alors, voilà la question pour conclure. La prochaine fois qu'un graphique de performance absolument parfait se présente, qu'est-ce qu'il faut y voir? Une véritable opportunité ou une illusion, aussi belle soit-elle, mais savamment construite?